Compte rendu de la 28e réunion ordinaire du Conseil de ministres. Le président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a présidé ce vendredi 27-2024 à Mbuji-Mayi, la 28e réunion du Conseil de ministres, la dernière de l'année 2024. 5 points étaient inscrits à l'ordre du jour, à savoir la communication de son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État. 2 points d'information. 3. Approbation d'un relevé des décisions du Conseil de ministres. 4. Examen et adoption d'un dossier. 5. Examen et adoption de textes. Bien avant le Conseil de ministres, la Première ministre chef du gouvernement a tenu en son nom et au nom de tous les membres du gouvernement à présenter ses vœux le meilleur au président de la République à l'occasion des festivités de fin d'année. Par la suite, le président de la République a pris la parole pour sa communication, qui a porté essentiellement sur 2 points. Le premier point concernait la nécessité d'assurer le suivi des ouvrages réalisés dans le Kasaï central, ainsi que la vulgarisation de leur évolution auprès de populations locales. Poursuivant sa mission d'itinérance à l'étape du Grand Kasaï, le président de la République a séjourné dans la ville de Kananga du 24 au 26 décembre 2024. Il a apprécié la réhabilitation de l'hôpital général de référence de Kananga, inscrit dans le cadre du programme de développement local de 145 territoires. Cette grande formation hospitalière locale, complètement rénovée et équipée d'un laboratoire moderne, d'un service complet de radiologie, d'échographie et d'un scanner de dernière génération, va permettre désormais aux populations de Kananga et d'ailleurs d'accéder aux soins de santé aux meilleurs standards. Le président de la République s'est également rendu sur la stratégique route de Kananga-Kanamba-Mbuji afin de s'enquérir personnellement de l'évolution des travaux. Il a constaté qu'une partie du tronçon de cette route de l'espoir est déjà asphaltée par des entrepreneurs chinois qui ont repris l'ouvrage depuis le mois de septembre dernier et que, suivant les informations techniques recueillies sur place, le 230 km de route seront rendus praticables en juin 2025. En attendant, les grands travaux d'assainissement et de la pose de bitume qui seront suivis de la livraison officielle dans 2 ans. Le président de la République a tenu à préciser qu'une fois praticable, cette route Kalamba-Mbuji va non seulement relier la ville de Kananga à l'océan Atlantique, mais surtout participer au désenclavement de tout l'espace Grand Kasaï et ouvrir la voie notamment vers l'Afrique australe. Il a estimé que le gouvernement devrait tout mettre en œuvre pour aller au-delà de la finalisation de cette importante route afin d'éviter que notre pays ne soit qu'un déversoir pour d'autres pays. Ainsi, pour parer à cette éventualité, il convient de résoudre rapidement l'épineux problème de l'énergie électrique et d'adduction d'eau pour booster la transformation et la conservation de produits congolais, surtout agricoles. Ceci inscrira sans nul doute le peuple congolais dans une logique d'échange réciproque et non de consommation à sens unique. L'électrification de cette zone passe par la finalisation des projets de Katende et Mbombo. Anticiper avec des mesures d'encadrement de l'accès au territoire congolais des produits venant de pays voisins et leur commercialisation dans le strict respect des lois et règlements du pays. Envisager des mesures particulières pour les opérateurs économiques locaux afin d'inciter la production locale. Construire des routes interprovinciales et des dessertes agricoles en vue de faciliter l'évacuation des produits vers les grandes agglomérations de transformation et des conditionnements avant leur exportation. Par ailleurs, le président de la République a insisté sur la nécessité d'assurer une communication locale efficiente sur l'état des réalisations des ouvrages et leur suivi dans l'exécution, afin d'anticiper sur la désinformation gratuite de la population ou manipulation entretenue par des acteurs politiques mal intentionnés. Dès lors,
Sous la coordination de la Première ministre, il a engagé le gouvernement à travers les ministères sectoriels directement concernés à donner effet chacun en ce qui le concerne à toutes les préoccupations majeures si haut déclinées. Aussi, le président de la République a-t-il invité le gouverneur du Kasaï central, les ministres concernés, en collaboration avec toutes les structures d'exécution des ouvrages, à communiquer suffisamment et régulièrement l'état de leur avancement pour éviter que la population ne sombre dans la désinformation. Un rapport est attendu dans les 60 jours. Le deuxième point de la communication du président de la République a porté sur l'accompagnement et le renforcement des capacités opérationnelles de l'Office national de pêche et d'aquaculture, ONAPAC. Rappelons le fait que cet office a été créé par décret le 6 juin 2022 avec comme objectif ultime de concourir à l'augmentation de la production halieutique et aquacole ainsi qu'à la promotion de la chaîne des valeurs y afférentes. Le président de la République a précisé que cet établissement public a été pourvu d'animateurs depuis 2023 afin de lui permettre de réaliser ses missions, notamment d'organiser l'approvisionnement en intrants, matériel et équipements de pêche et d'aquaculture, organiser la collecte et la distribution des produits de pêche et d'aquaculture à travers le territoire national, mettre en place les infrastructures de pêche et d'aquaculture, contribuer à une meilleure transformation et conservation de produits de pêche et d'aquaculture, organiser la commercialisation et l'accès au marché des produits de pêche et d'aquaculture. Par ces missions, a-t-il insisté, cet établissement public est stratégique pour la sécurité alimentaire du pays. Son déploiement doit, par conséquent, servir de levier pour l'amélioration du pouvoir d'achat, la création d'emplois et la diversification de notre économie. Pour renforcer l'efficience dont les gouvernements ont pleinement besoin, s'assurer de la cohérence et ainsi éviter les chevauchements des actions, le président de la République a invité le ministre de la Pêche et de l'Élevage à envisager la prise des mesures concrètes d'accompagnement de l'ONPA pour la bonne gestion des bateaux de pêche commandés par les gouvernements et dont la livraison est imminente. Ainsi, en attendant son opérationnalisation effective sous la supervision de la Première ministre, il a invité le ministre d'État en charge du budget et celui des Finances à prendre toutes les dispositions qui s'imposent pour doter cet établissement public dans les meilleurs délais des ressources nécessaires à son fonctionnement optimal en vue de garantir son autonomie administrative et financière. Un rapport est attendu dans le 30 jours. Dans la suite de la communication du Premier ministre, du Président de la République, la Première ministre chef du gouvernement est à nouveau revenue sur la nécessité pour le gouvernement, en ces derniers conseils de ministres, de faire bloc autour du Président de la République. D'abord pour lui présenter les vœux et lui dire les remerciements pour le soutien et l'accompagnement durant ces mois de travail au sein du gouvernement. Les discours historiques prononcés par le président de la République le 20 janvier 2024 a clairement établi la vision qui guide le programme d'action du gouvernement qu'elle a l'honneur de mettre en œuvre. Grâce au leadership éclairé du président de la République, notre pays a réalisé d'importantes avancées en 2024 dans différents secteurs essentiels. La Première ministre a tenu également à saluer les membres de son gouvernement pour leur détermination et la solidarité observée depuis l'investiture. L'année 2025 se profile déjà avec son lot de nouveaux enjeux. Elle a appelé tous les membres du gouvernement à redoubler d'efforts et à faire preuve d'innovation et de détermination dans la conduite de leurs portefeuilles respectifs. Sur un autre chapitre, la Première ministre chef du gouvernement est revenue sur la nécessité d'élaborer un programme ambitieux d'assainissement de la ville-province de Kinshasa, de bien planifier et suivre les travaux de réhabilitation de la voirie. Cela fait suite à la visite qu'elle a effectuée le 26 décembre 2024 sous une pluie battante avec le gouverneur de la ville de quelques travaux de voirie en cours d'exécution dans plusieurs axes de Kinshasa, de l'avenue Kulumba à Massina. Elle est passée par les avenues Kabassé, les Colonels et Béa, Willery Kabambar et Dima, Éthiopie dans la commune de Kassavubu, Kisangani dans la commune de Bandalungwa et Pumbu dans la commune de Lagombe.
Les travaux sont en cours sur certains acteurs, ce qui est encourageant, mais beaucoup reste encore à faire. Des avenues comme Bokassa, Wangata, Itaga, Kabambare, Kalembelembe, Nyangwe, Kabinda et Dima dans les communes de Kinshasa et Lingwala méritent un traitement urgent pour réhabiliter la fluidité du trafic. Dans les mêmes esprits, la Première ministre a encouragé les gouverneurs de la ville à mettre à contribution tous les services publics concernés par les questions de la voirie et d'assainissement. Dans cet état d'esprit, le curage des caniveaux devrait être envisagé sur des sites qui ont été bien identifiés. Au sujet de l'état d'insalubrité, spécifiquement de l'Institut du 30 juin, il est interpellant que cette école doit après avoir subi plusieurs inondations, dû au fait que des caniveaux sont obstrués par des constructions. Les murs sont rongés par une humidité persistante et il est inadmissible que les enfants étudient dans ces conditions. La ministre d'État, ministre de l'Éducation, a été chargée d'examiner cette situation et d'initier des missions à Kinshasa et dans les provinces pour repérer ce genre de cas qui mettent en danger la santé de nos enfants. Au deuxième point du Conseil de ministres de ce jour, relatif au point d'information. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, a présenté au Conseil les rapports sur l'État et l'administration du territoire. Il a indiqué que l'état d'esprit de la population est demeuré globalement calme et a été principalement marqué par l'accueil favorable de la poursuite des missions d'itinérance du président de la République en province, avec pour effet de communier avec les populations du Congo profond et notamment actuellement celle du Grand Kasaï qui apprécie la proximité et l'écoute du président de la République au regard des préoccupations sur le plan socio-économique et sécuritaire. Divers réactions et commentaires positifs après les nominations effectuées au niveau du commandement militaire des forces armées de la République démocratique du Congo et l'enthousiasme observé au sein de la population, particulièrement celle du Nord Kivu, par la suite du bon comportement de nos militaires sur terrain, renforçant ainsi l'espoir que nos forces armées viendront à bout de nos ennemis. En revenant spécifiquement sur le focus pour les populations du Grand Kasaï, il est revenu sur les suivis et l'exécution de projets initiés par le président de la République, notamment sur les projets de la construction de la route Kalambambouge et du barrage Katende pour la province du Kasaï central, mais aussi que la réhabilitation de l'hôpital de la Mouya ou des efforts pour la relance de la Miba en province du Kasaï oriental. Au sujet du banditisme et de la criminalité, le vice-premier ministre a fait le point de plusieurs opérations des polices qui ont été initiées pour faire face à ces situations à travers certaines provinces. C'est le cas des opérations Ndobo à Kinshasa ou Safijami dans le nord Kivu. La traque de ces présumés criminels et déroulement des audiences foraines donnent des résultats encourageants et le gouvernement travaille à lever tous les obstacles liés à ces opérations qui s'étendent progressivement à travers les principales villes et agglomérations du pays. Toujours sur les chapitres sécuritaires, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur a été complété par le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale, qui a informé le Conseil sur la situation opérationnelle et sécuritaire qui a été marquée cette semaine particulièrement par les réaménagements intervenus dans le grand commandement au sein de forces armées de la République démocratique du Congo. En Ituri, les FARDC ont renforcé les dispositifs de sécurité autour des territoires de Djougou, Irumu et Mahagi, qui sont considérés comme les épicentres des violences de groupes armés, afin de contrer toutes leurs actions envers les populations pendant cette période festive. Au Nord Kivu, spécifiquement dans les territoires des Lubero, les forces armées de la République démocratique du Congo ont repris l'initiative et ont stoppé net la progression ennemie vers le centre de Lubero et d'autres localités, avant de lancer de contre-offensives, bénéficiant d'une excellente coordination des appuis-feu. Cette contre-offensive s'est soldée par la neutralisation des opérateurs ennemis des drones et la destruction de leurs 6 drones kamikazes, ainsi que la reconquête des localités de Kassiki, Luang, Ndoluma et Mambasa, y compris plusieurs pertes en vies humaines enregistrées du côté de ces agresseurs. Pendant ces affrontements, nos forces armées ont constaté que les agresseurs rwandais et leurs alliés utilisent des populations civiles, particulièrement des enfants, donc vulnérables en particulier, comme boucliers humains
en violation des droits humains et des droits internationaux humanitaires. Dans la partie ouest du pays, les actions de forces armées de la République démocratique du Congo dans les cadres de l'opération Ngemba restent concentrées sur les triangles Congo central, Kinshasa, Grand Bandundu, visant à traquer les miliciens Mobondo qui se sont installés dans la périphérie du territoire de Popo-Kabaka. Dans le Grand Katanga, les FARDC ont poursuivi leurs opérations contre ces miliciens dans le cadre de l'opération Usalama, et au sud Kivu, ils mènent des actions contre le groupe armé Twirwaneho Makanika qui s'est rapproché de l'aérodrome des Minembwe avec l'intention de contrôler et d'en perturber le trafic. Le vice-premier ministre a réitéré la détermination de nos forces armées à restaurer la paix et la sécurité sur tous les fronts opérationnels. Pour sa part, le ministre de la Santé, Hygiène et Prévention sociale a présenté en cette fin d'année la situation épidémiologique en 3 volets. Il a d'abord présenté la situation épidémiologique liée au Mpox. À ses propos, il a fait savoir que la tendance à la 51e semaine, comparée à la semaine précédente, est marquée par une diminution des cas suspects passant de 750 à 641. Aucun décès n'a été enregistré. S'agissant de la vaccination contre cette épidémie, les cumuls de personnes vaccinées est de 55 266 contre une couverture vaccinale de 28%. Au sujet du choléra, il a signalé la persistance de cette maladie pendant l'année 2024, causant la mort à près de 411 compatriotes pour un cumul total de 30 834 cas identifiés. Il a également fait état de la situation de cette maladie ainsi que celle de la rougeole dans les Kasaï orientales en mettant en exergue les actions des ripostes qui sont menées. Au sujet de la situation qui prévaut dans la zone des satés de Panzi dans la province du Kwango, les résultats des laboratoires indiquent qu'il s'agit d'un virus de la grippe ainsi qu'une situation de malnutrition et de paludisme due entre autres à l'insuffisance d'équipements et des ressources locales et à la faible couverture de soins dans la zone de santé. Face à cela, le programme national de nutrition et l'UNICEF sont à pied d'œuvre pendant que tous les cas notifiés sont gratuitement pris en charge à l'hôpital général de référence et au centre secondaire Tsakala Panzi. Le ministre de la Santé a rassuré des mécanismes de prévention et des ripostes mis en œuvre pour endiguer cette situation. Projet des cantines communautaires. Le ministre d'État, ministre de l'Agriculture et Sécurité alimentaire, a quant à lui présenté le projet cantine communautaire initié par le Fonds social de la République démocratique du Congo avec l'appui de son ministère. Ces projets s'associent aux efforts du ministère de l'économie nationale sur la réduction des prix de produits de première nécessité. Dans sa phase initiale, le projet concerne la ville de Kinshasa avec 84 points de distribution déjà installés dans les 4 districts, plus précisément dans les communes à forte concentration de population à faible revenu, ainsi un premier entrepôt de relais d'une capacité de 20 000 tonnes mise à disposition par l'ONAPAC à 14e rue Limété a été réhabilité par les fonds sociaux aux normes et standards et 16 000 tonnes de vivres sont en cours d'approvisionnement. Le projet s'étendra sur l'ensemble du territoire national dans le courant de l'année 2025. Affaire République démocratique du Congo contre le Rwanda devant la Cour africaine de droits de l'homme et de peuple. Le ministre de la Justice et garde de Sceaux a fait le point au Conseil de l'affaire RDC contre Rwanda devant la Cour africaine de droits de l'homme et du peuple à Arusha en Tanzanie. À la suite de notre requête en contestation des violations des droits de population civile par les Rwandais dans l'est de la République démocratique du Congo, déposée en septembre 2023, la Cour africaine de droits de l'homme et du peuple vient d'informer le gouvernement qu'elle ouvrira le procès contre le Rwanda le 12 février 2025, bien avant la condamnation du Rwandais par ricochet de son président Paul Kagame pour violation massive de droits de l'homme dans notre pays. L'ouverture de ce procès représente déjà en elle-même une victoire pour d'autres pays qui met le Rwanda dans une position critique vis-à-vis des organisations de défense des droits de l'homme au niveau international et régional et face aux pays partenaires et autres institutions sensibles sur ces questions. Par ailleurs, le ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux a rappelé que la Cour pénale internationale
a déjà réactivé les enquêtes en République démocratique du Congo au sujet des crimes relevant de sa compétence commis par le Rwanda, et la Cour de justice de l'EAC a ouvert en septembre 2024 les procès RDC contre Rwanda pour violation intentionnelle du traité constitutif de cette organisation. Il a été complété à ces propos par le vice-ministre chargé du contentieux international. Conférence interministérielle nationale sur les déploiements des paiements pour services environnementaux en Afrique centrale. La ministre d'État, ministre de l'Environnement et du Développement durable, a informé le Conseil de l'organisation de la conférence internationale interministérielle sur les déploiements de paiements pour services environnementaux en Afrique centrale à Kinshasa du 27 au 29 janvier prochain. Cette activité s'inscrit dans la logique de la consolidation du leadership environnemental et climatique de notre pays. Elle contribue directement à plusieurs objectifs stratégiques du pilier 6 du programme d'action du gouvernement 2024-2028 relatif à la gestion durable et responsable des écosystèmes face au changement climatique. Au cours de ces assises, 100 invités de 6 pays d'Afrique centrale vont se convenir sur une vision commune vis-à-vis des paiements pour les services environnementaux dans les bassins du Congo et adopter une feuille de route pour la mobilisation politique et financière en faveur de PSE d'ici la COP30 à Belém au Brésil et bien au-delà. Le Conseil a pris acte de ce rapport. Au 7e point d'information Conseil de ministres de ce jour, le ministre d'État, ministre du Budget, a fait le point sur le changement intervenu dans le projet de loi des finances pour l'exercice 2025, après examen et surtout sa promulgation par le président de la République. Au niveau de l'Assemblée nationale, les amendements opérés ont porté les budgets à 51 133,6 milliards de francs congolais, soit un écart de 1 point de 1286,8 milliards de francs. En termes des recettes additionnelles, en sus des ajustements internes que la Chambre a fait dans les rubriques des dépenses. Au niveau du Sénat, la seconde lecture a dégagé des recettes additionnelles de 419,9 milliards de francs congolais, portant ainsi le budget à 51 553,5 milliards de francs congolais. Ainsi, les prévisions budgétaires initialement arrêtées par le gouvernement à 49 846,8 milliards de francs congolais ont été accrues de 1706,7 milliards de francs congolais par le Parlement. Le ministre d'État, ministre du Budget, est aussi revenu sur les amendements intervenus sur les dispositions du projet de loi des finances qui renferme, après vote par les deux chambres, 93 articles contre 88 initialement. Parlant de l'exécution budgétaire après la promulgation de la loi des finances de l'exercice 2025 faite par le président de la République, il a expliqué aux membres du gouvernement les dispositions arrêtées dans les cas de la crédibilité budgétaire et de la gestion orthodoxe du budget préconisé dans le programme d'action du gouvernement soutenu par le programme de facilité élargie des crédits et la facilité sur la résilience et la durabilité RST envisagée par le Fonds monétaire international qui contient des engagements fermes du gouvernement sur ces objectifs. En vue de faciliter les contrôles parlementaires sur la mise en œuvre du budget, les ministres d'État, ministres du Budget, a rassuré que le gouvernement va désormais transmettre trimestriellement aux deux chambres du Parlement les états de suivi budgétaire pour leur permettre de monitorer l'exécution du budget, plus son intervention en faisant le point sur la mise en œuvre de la réforme budgétaire. Feuille de route du partenariat stratégique Union européenne-RDC sur les chaînes de valeur de substances minérales stratégiques et critiques. Le ministre des Mines a informé le Conseil de la signature le 11 décembre 2024 à Bruxelles en Belgique de la feuille de route du partenariat stratégique Union européenne-République démocratique du Congo sur les chaînes de valeur de substances minérales stratégiques et critiques. Cette feuille de route composée des 25 axes de travail repose sur 5 piliers ci-dessous visant à transformer les richesses de notre pays en opportunités mondiales. 1. Chaîne de valeur durable. 2. Infrastructures locales. 3. Gouvernance et transparence. 4. Coopération scientifique et technologique. Et 5. Enfin, renforcement de capacités locales. Le ministre des Mines a précisé que cette feuille de route s'inscrit dans la stratégie européenne du Global Gateway et confirme la République démocratique du Congo comme un acteur clé de la transition énergétique globale. Des projets opérationnels déroutants découlant de ces 25 axes trouvés sont en cours de développement dans différents ministères, notamment ceux en charge de mines,
des infrastructures, des ressources hydrauliques et électricité, de l'industrie, de l'économie, du commerce extérieur, sous la coordination bien évidemment de la primature. Cette signature marque une nouvelle ère pour les secteurs miniers congolais. Elle assoit notre pays comme un partenaire incontournable pour l'approvisionnement en minerais critiques nécessaires à la transition énergétique mondiale. Le ministre de Mines a souligné qu'il s'agit d'une stratégie audacieuse pour un avenir durable. Les actions menées par le gouvernement renforcent la place de la RDC comme leader incontournable des chaînes de valeur de minerais stratégiques. Le Conseil a pris acte de ce rapport. Au 9e point d'information du Conseil des ministres de ce jour, état du rapatriement du siège de l'Union africaine des télécommunications à Kinshasa. Le ministre de Postes, Télécommunications et Numérique a présenté les rapports sur l'état du rapatriement du siège de l'Union africaine de télécommunications à Kinshasa, évoquant les avancées enregistrées dans la mise en œuvre des conditions préalables. Il a salué notamment la récente ratification de la Convention de l'organisation par notre pays et les efforts déployés jusque-là au sujet du paiement des contributions annuelles, ainsi que la mise à disposition d'un bâtiment devant abriter le siège ainsi que les résidences du secrétaire général de l'UIAT. Ces avancées réalisées par notre pays ont été appréciées par le secrétaire général de l'UIAT lors de sa dernière visite d'inspection à Kinshasa afin de finaliser ces processus. Le ministre a sollicité l'appui du gouvernement. Le Conseil a pris acte de ce rapport. Candidature de la République démocratique du Congo au poste d'envoyé spécial de la jeunesse de l'Union africaine. La ministre de la Jeunesse et Éveil patriotique a présenté au Conseil le profil du candidat de la République démocratique du Congo au poste d'envoyé spécial de la jeunesse à l'Union africaine. Le profil du candidat présente une expertise avérée en leadership inclusif et en gestion stratégique des réseaux en vue de promouvoir une image dynamique et engagée de notre pays tout en renforçant son influence au sein des institutions africaines. Après avoir expliqué les motivations stratégiques de cette candidature, la ministre de la Jeunesse a souligné que le rôle que cet envoyé spécial de la jeunesse pourrait jouer auprès du président en exercice de l'Union africaine, rôle essentiel notamment pour garantir l'implication de jeunes du continent dans les processus décisionnels. Elle a terminé sa présentation en sollicitant l'accompagnement du gouvernement pour la suite du processus. C'est donc une question qui est suivie de près au niveau du gouvernement. Le Conseil a pris acte de cette note d'information. Pour sa part, le ministre de l'Industrie et PME a présenté une note au Conseil portant sur la relance de la filière cotonifère qui permettra à la République démocratique du Congo de produire à nouveau cette matière essentielle dans la production des textiles. Il s'agissait donc de la relance de la société Sotexki. Au 3e chapitre du Conseil des ministres de ce jour, relatif à l'approbation d'un relevé des décisions du Conseil des ministres, les membres du Conseil ont approuvé un relevé des décisions prises lors de la 27e réunion ordinaire du Conseil des ministres tenue le 20 décembre 2024. Au 4e chapitre du Conseil des ministres de ce jour, relatif à l'examen et à l'adoption des dossiers, plan trimestriel d'urgence des gestions de crise et des catastrophes. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, a présenté au Conseil le plan d'urgence des gestions des crises et des catastrophes pour les 3 prochains mois, élaboré à la suite des instructions du président de la République lors de la 25e réunion du Conseil des ministres. D'un côté, ces plans identifient les zones ciblées et les besoins de 12 provinces prioritaires, et de l'autre, il définit les actions urgentes par axe en rapport avec la coordination, la prévention et la préparation de la réponse humanitaire, ainsi que les relèvements et la résilience. Il est assorti d'un budget global de mise en œuvre dont les fonds sont répartis par axe. Le vice-premier ministre a été complété par la ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et solidarité nationale. Après débat et délibération, ce dossier a été adopté moyennant des amendements et d'autres ajouts qui viendront des ministères sectoriels concernés. Au dernier chapitre du Conseil des ministres de ce jour, présentation relatif à l'examen et à l'adoption d'un texte, projet d'ordonnance loi, le ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux
a soumis au Conseil le projet d'ordonnance loi autorisant la prorogation de l'état de siège dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu pour une période de 15 jours, prenant cours le 6 janvier 2025. Après débat et délibération, le Conseil a adopté ces projets d'ordonnance loi. Avant de clôturer la réunion du Conseil de ministres de ce jour, la dernière de l'année 2024, le président de la République a tenu à souhaiter une bonne et heureuse année 2025 à tous les membres du gouvernement ainsi qu'à leurs membres de famille respectives. Commencée à 15h03, la réunion du Conseil des ministres a pris fin à 19h14. Je vous remercie.